Aujourd'hui, test du Poco X3 Pro, un téléphone vraiment intéressant qui est sorti au début du mois, le 7 avril 2021, à un tarif plus qu'abordable puisque les précommandes étaient à 199 €. Aujourd'hui, l'offre de lancement est terminée et les seules disponibles sont des versions avec un peu plus de RAM et le double en espace de stockage, mais beaucoup plus cher, 300 €. Attention à ne pas confondre le X3 Pro et le X3, ce ne sont pas les mêmes caractéristiques. Là, on s'intéresse à la version Pro parce qu'on est des putains de pros. Alors pour ceux qui auraient loupé l'occasion de l'avoir à 199 €, dommage pour vous, d'autant plus qu'avec la crise qu'on traverse en ce moment, il est peu probable que les prix baissent, ce serait même plutôt l'inverse. Pour ceux qui ne connaissent pas, Poco est une filiale de Xiaomi. Chez Xiaomi, il y a différentes gammes, les Mi, qui sont plutôt leur flagship, leur modèle haut de gamme, les Redmi, moyen de gamme, et les Poco, qui eux aussi sont moyen de gamme, mais qui offrent certaines fonctionnalités qu'on retrouve chez les hauts de gamme à prix cassé. Vulgairement, l'intérêt de la gamme Poco, c'est d'avoir un smartphone à 200 balles qui a absolument tout d'un smartphone à 200 balles, mais qui en prime a une ou deux caractéristiques qu'on ne retrouve que sur les modèles à 800 €. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alors je vais pas te faire l'unboxing qui casse les couilles et qui sert à rien, on a une boîte, on a des trucs dedans, note juste que, comme à son habitude, Xiaomi, ou plutôt Poco, puisque c'est une marque à part entière, fournit une coque en silicone, c'est plutôt sympa, et dès la sortie d'usine, on a une protection d'écran qui est déjà appliquée, c'est sympa aussi. Concernant la fiche technique, on retrouve un Snapdragon 860, 128 Go de stockage, 6 Go de RAM, un capteur photo de 48 mégapixels avec d'autres capteurs pour le grand angle, mode macro et les effets de caméra AI, un capteur frontal de 20 mégapixels pour se prendre soi-même en photo quand on est narcissique, un capteur d'empreinte digitale directement sur le bouton de verrouillage, Android 11 avec la surcouche MIUI, pas de 5G, ce smartphone est uniquement 4G, une batterie 5160 mAh, ce qui est plutôt énorme, du NFC, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, le tout pour un poids de 215 grammes, ce qui est lourd comparé à des modèles de taille équivalente chez la concurrence, mais plutôt bien équilibré. Sur le côté droit, on retrouve les boutons de volume et le bouton de verrouillage avec son capteur d'empreinte intégré. En dessous, la prise USB-C, le haut-parleur et, Dieu merci, une prise jack. À gauche, on a la trappe permettant de mettre deux cartes SIM ou bien une carte SIM et une carte micro SD, c'est au choix. Et sur le dessus, le combo habituel avec le capteur de lumière, la petite LED, tous ces machins-là et un deuxième haut-parleur. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi on n'a pas parlé de l'écran, donc j'y viens tout de suite. On a une dalle LCD de 2400 par 1080 à 120 Hz. Et c'est là que le Poco X3 Pro devient intéressant. Comme je te le disais juste avant, la gamme Poco, c'est juste des smartphones moyen de gamme avec certaines caractéristiques qu'on ne retrouve que sur le haut de gamme. Et le rafraîchissement à 120 Hz, c'est une de ces caractéristiques. Alors si t'es pas forcément à l'aise avec ça, sache que les trois quarts des téléphones, même encore aujourd'hui, ont des écrans à 60 Hz, ils peuvent donc afficher 60 images par seconde, et notre Poco X3 Pro est capable d'en afficher 120 par seconde, et donc d'avoir des mouvements 2 fois plus fluides. Honnêtement, c'est loin d'être du gadget, ça apporte vraiment un confort non négligeable, notamment si tu joues à des jeux vidéo sur mobile, ou même en faisant simplement défiler des pages web, et c'est le genre de fonctionnalité qu'on retrouve plutôt sur les hauts de gamme, comme les Galaxy S21 qui coûtent beaucoup plus cher. Bref, ce smartphone a tout ce qu'il faut pour plaire, à commencer par son processeur qui vient tout juste de sortir, le Snapdragon 860. Alors ce processeur, le 860, n'est pas tout neuf puisque en réalité c'est une sorte de 855 qui est sorti en 2019 mais amélioré. Un 855 version 2.0 en quelque sorte. Pour le moment, il n'équipe que les Poco X3 et X3 Pro, mais son prédécesseur, le 855, un peu moins puissant, se retrouvait dans les Galaxy S10 Plus, Note 10, Pixel 4. On a donc de meilleures performances que ces smartphones haut de gamme sortis début 2019 et qui coûtaient environ 1000 €. D'ailleurs, le Galaxy S10 Plus coûte aujourd'hui en occasion 400 €, soit 2 fois plus cher que notre Poco X3 Pro qui lui est neuf et un poil plus puissant. Pour tester ça, j'ai lancé 3D Mark sur le test Wildlife et on obtient un score de 3439. Évidemment, je l'ai déjà dit, les benchmarks ça ne veut pas dire grand chose, ça donne éventuellement une idée globale, mais il ne faut pas se fier uniquement à ces scores pour déterminer la puissance d'un appareil par rapport à un autre. À titre de comparaison uniquement, on est alors 15% au-dessus d'un Galaxy S21 Ultra et 1% au-dessus d'un iPhone 12 Pro Max, ce qui est plutôt satisfaisant quand on sait qu'on a un smartphone à 200 € entre les mains. Pour un test qui sera peut-être plus parlant, j'ai installé PUBG. Alors, comme la dernière fois, je ne joue pas à PUBG sur mobile, désolé, ce sera pas beau à voir, mais au moins, on peut constater qu'on est continuellement à 60 fps avec les paramètres graphiques au maximum. Pourquoi pas 120 fps alors qu'on a un écran 120 Hz? Tout simplement parce que le jeu est verrouillé à 60 Hz. Ou alors parce que je suis nul et que j'ai oublié de cocher un truc dans les paramètres, mais je crois pas. En tout cas, rien à dire, niveau performance, on peut pas faire mieux, donc si tu cherches un smartphone pour jouer, je pense que celui-ci devrait t'intéresser. Même chose avec Call of Duty, là encore on obtient les 60 fps constants, mais là encore le jeu est verrouillé à 60 Hz. Apparemment il y aurait une mise à jour qui permettrait de jouer à 90 Hz, mais j'ai pas trouvé comment l'activer, désolé.
Mais dans tous les cas, on peut être sûr que ce smartphone est largement capable de faire tourner ce genre de jeu au maximum sans avoir de perte d'image. Maintenant, parlons de la photo. Le Poco X3 Pro dispose de plusieurs capteurs et on va pas perdre trop de temps là-dessus parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire. Les photos ont un rendu qui est correct, à ce prix-là faut pas s'attendre à des miracles, et c'est totalement subjectif, mais je dirais que on a une qualité d'image équivalente à ce qu'on pouvait trouver dans les smartphones haut de gamme de 2017. C'est vraiment pas aussi bien qu'un Pixel 5 ou qu'un iPhone 12, mais c'est pas non plus ignoble. Je te laisserai juger par toi-même, je trouve ça vraiment acceptable. Par contre, les objectifs supplémentaires comme l'objectif grand angle ou macro sont complètement inutilisables. Ils sont là que pour rajouter une ligne sur la fiche technique et pour répondre aux standards du moment, mais les capteurs qu'il y a derrière sont vraiment nuls à chier. Donc, si tu veux la meilleure qualité d'image possible, utilise le capteur principal et fais une croix sur les capteurs secondaires, ça c'est vraiment du gadget. Pour la vidéo, même chose, on peut filmer en HD jusqu'à 60 fps ou 4K à 30 fps et là encore, le capteur principal est plutôt correct. Là où la vidéo est un peu compliquée, c'est quand on a des mouvements de caméra trop rapides ou une basse luminosité. On a rapidement beaucoup de bruit, même en réglant l'ouverture, la vitesse et les ISO comme un pro, il n'y a pas grand chose à faire, donc si tu veux acheter ce smartphone pour tourner des vidéos dans une cave mal éclairée, déjà sache que t'es un putain de taré, mais sache également qu'il ne sera pas à la hauteur. Pour tout le reste, en utilisation normale, que ce soit en extérieur plein jour, par temps couvert ou en intérieur éclairé, la qualité sera plus qu'acceptable. Là encore, je te laisse juger par toi-même en regardant les images que j'ai filmées pour l'occasion. Si je devais faire un reproche au capteur principal, ce serait surtout sa stabilisation. On n'a que de la stabilisation numérique parce que ça coûte pas cher, alors elle fonctionne plutôt bien, mais elle taille pas mal dans l'image et elle a tendance à déformer un peu dans certaines situations. L'application photo par défaut est très rapide à charger, elle propose de nombreux réglages intéressants comme la possibilité de régler la fréquence à 50 Hz pour éviter les effets de balayage liés à l'éclairage, le focus manuel, le suivi d'un objet, les réglages des ISO, de la balance des blancs, tous ces trucs qui finalement sont basiques mais qui sont parfois verrouillés chez certains. On retrouve les modes photo et vidéo classiques, le mode portrait pour ajouter de la profondeur de champ grâce aux capteurs supplémentaires et à l'IA, le mode pro pour choisir tous les réglages que tu veux, et d'autres modes dont personnellement je n'ai rien à foutre mais qui amuseront ton petit frère pendant 5 minutes. Concernant la caméra frontale, aka la caméra selfie, elle est dans la norme, on peut choisir entre du 720p et du 1080p, et là encore je te laisse juger par toi-même. Passons maintenant à la partie expérience utilisateur. Le Poco X3 Pro tourne sous Android 11 avec la surcouche MIUI. Comme d'habitude, dès le premier lancement, on se retrouve avec une vingtaine ou même une trentaine d'applications inutiles. Ça va de l'application Wish jusqu'au jeu de casse-briques, donc attends-toi à passer un bon quart d'heure à virer toutes ces merdes. Mais j'ai eu aussi le plaisir de constater qu'on avait toutes les applications Google d'installer et de paramétrer par défaut. Pour les messages par exemple, c'est l'application de Google qui est utilisée et pas un truc obscur développé par Xiaomi. Et oui, je dis Xiaomi et pas Xiaomi, désolé. Finalement, il y a très peu d'applications constructeurs qu'on ne peut pas désinstaller. On a environ une dizaine d'applications qui ne prennent pas beaucoup de place, comme le store de Xiaomi, le gestionnaire de thèmes et fond d'écran, leur antivirus, ou des applications ultra basiques et légères comme l'horloge et l'enregistreur audio. D'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, j'utilise l'enregistreur audio et le micro intégré du téléphone et tu peux constater que c'est pas dégueulasse. Ça te donne un bon aperçu de la qualité du microphone intégré. Pour le reste, c'est Android 11, donc c'est moderne, on a toutes les mises à jour disponibles, tous les patchs de sécurité et la surcouche MIUI par défaut qui permet de faire tout ce qu'on attend d'un smartphone Android. Rien à dire de particulier, et dans tous les cas, si tu n'aimes pas leur launcher, tu peux toujours en installer un autre sans problème. Avec son processeur et ses 6 Go de RAM, le téléphone est toujours réactif, même si on ouvre des tonnes d'applications et plusieurs jeux à la fois. Il n'y a vraiment pas d'angoisse à avoir à ce niveau-là, et la dalle à 120 Hz rend tout ça encore plus fluide. Petit détail à souligner tout de même, les fameux 120 Hz ne sont pas supportés par toutes les applications, comme on l'a vu dans les jeux tout à l'heure. Pour tout ce qui est Instagram, Twitter et ce qu'on pourrait appeler les applications AAA, il n'y a aucun souci, mais attends-toi à ce que certaines applications moins connues fonctionnent à 60 Hz. C'est très rare et finalement pas très dérangeant, mais c'est toujours bon de le dire. La charge de la batterie est compatible avec la charge rapide 33 watts, ce qui permet de recharger complètement le téléphone en un peu plus d'une heure et moins de une demi-heure pour 50% de batterie. Et même si la batterie est grosse, le téléphone est loin d'avoir une autonomie illimitée. Comptez une journée et demie pour ceux qui l'utilisent sporadiquement. Ouais, j'ai réussi à caser ce mot dans une vidéo, je suis fier. Sinon, à peine une journée pour ceux qui l'utilisent pour regarder des vidéos, jouer ou n'importe quoi d'autre qui consomme de la batterie. Même si la batterie est grosse, elle ne permet pas d'avoir une meilleure autonomie que les autres smartphones. Par contre, pas de charge sans fil. Bref, avant de conclure ce petit test, on va voir les points négatifs et les points positifs que j'ai pu constater après quelques semaines d'utilisation. Point négatif, le téléphone est assez lourd et plutôt gros.
Pour la plupart des gens, c'est pas dérangeant, c'est même devenu une norme, mais si tu es habitué à des formats un peu plus compacts, comme le Galaxy S8, ça risque de te faire un peu bizarre. Il ne possède pas la charge sans fil, c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps et j'aime bien avoir, mais bon, tant pis. L'écran est un écran LCD, alors 120 Hz oui, mais LCD quand même, et les couleurs ne sont pas très fidèles et les noirs apparaissent un peu gris. Pas de 5G, même si on n'est pas près de l'avoir en France, ça peut être un frein à l'achat. Autre point négatif, la LED des notifications. Il faut croire que c'est une tradition chez Xiaomi, ils en mettent une, c'est très bien, merci, mais elle est tellement petite qu'on ne la voit presque pas, et il faut se mettre exactement au-dessus pour la distinguer. Donc cette LED existe, mais c'est comme si elle n'était pas là, vraiment dommage. L'écran de verrouillage est très con, pour taper ton mot de passe tu as un clavier AZERTY, sauf que, on est d'accord, tout le monde utilise un code à base de chiffres, du style 3945. Donc si tu veux un pavé numérique pour taper ton mot de passe, c'est possible, mais il faut cliquer dessus pour le faire apparaître. Taper ton mot de passe, 3945, et pour pouvoir le valider, il faut retourner sur le clavier AZERTY pour pouvoir utiliser la touche Entrée. Je trouve ça particulièrement débile. Heureusement, il y a le capteur d'empreinte qui fonctionne bien et qui permet de se passer du code, mais là encore l'intégration n'est pas parfaite. Par défaut, le Poco X3 Pro détecte les empreintes dès qu'on effleure le capteur. Par exemple, mon empreinte pour déverrouiller, c'est mon pouce, donc si je prends mon téléphone comme ça, il va détecter mon majeur et considérer que c'est pas la bonne empreinte. Et quand je vais vouloir le déverrouiller avec mon pouce, il va me dire que quelqu'un a essayé de le déverrouiller un trop grand nombre de fois avec la mauvaise empreinte et m'obliger à taper le code. Le code qui est pas pratique à taper comme on l'a vu juste avant. Il faudra donc soit ajouter tes autres doigts sur le capteur d'empreinte pour qu'il te reconnaisse peu importe la main ou le sens avec lequel tu attrapes ton téléphone, soit paramétrer le capteur d'empreinte pour qu'il ne se déclenche que quand tu appuies sur le bouton et pas quand tu l'effleures. Bref, c'est totalement gérable et paramétrable suivant les habitudes que tu as, mais par défaut leur système est vraiment chiant et contre-intuitif. En plus de ça, autre petit détail, toutes les 72 heures, le smartphone t'oblige à taper ton code plutôt que d'utiliser ton empreinte digitale, soi-disant pour que tu ne l'oublies pas. C'est vraiment le genre de truc que la concurrence gère beaucoup mieux et qui fait tâche pour l'expérience utilisateur. Et dernier point négatif, la batterie est énorme, mais le téléphone consomme pas mal, donc on ne profite pas de cette batterie. Elle n'est pas là pour augmenter l'autonomie par rapport aux autres smartphones, mais juste pour pallier à une mauvaise gestion de la consommation et avoir une autonomie dans la moyenne de la concurrence. Peut-être que dans le futur, on aura le droit à des mises à jour qui corrigent ça. Pour le moment, la seule chose que ça ajoute à ce téléphone, c'est du poids. Point positif, finition plastique. Pour moi, c'est un point positif. Les constructeurs qui fabriquent leur téléphone tout en verre, allez vous faire enculer. C'est joli, d'accord, mais pour info, le verre, ça casse, et dès qu'il tombe, c'est foutu. Et pour ceux qui diront « mais une coque », bah dans ce cas-là, pourquoi vouloir un téléphone avec une finition en verre si c'est pour rajouter une coque en plastique par-dessus? Donc la finition plastique c'est parfait, au moins c'est durable et ça permet de démonter le téléphone plus facilement si on doit remplacer la batterie par exemple. L'écran 120 Hz, même si au niveau des couleurs le LCD s'en sort pas bien, il se rattrape avec un taux de rafraîchissement élevé. Le prix, tarif de lancement à 199 € et à ce prix-là, on peut dire qu'il est compétitif. Et même à 300 €, il reste bien positionné. La photo / vidéo, perfectible dans son ensemble mais acceptable et même exploitable si tu veux faire du montage derrière par exemple. Puissance, le Snapdragon 860 offre des performances au-dessus des flagships de 2019 pour un prix 5 fois moindre. La mémoire en 28 Go, c'est selon moi le minimum syndical à avoir sur un appareil en 2021. Et enfin, le capteur d'empreinte situé sur le bouton, il est bien placé, très réactif et fonctionne à chaque fois, même quand on a les mains sales. Ah, et le son aussi, j'allais oublier, on a 2 haut-parleurs avec une puissance assez élevée, c'est vraiment agréable. Conclusion, le Poco X3 Pro est un téléphone qui mérite d'être étudié quand on a un budget de 200 à 300 €. Et c'est un téléphone qui a le cul entre deux chaises. C'est loin d'être LE meilleur rapport qualité-prix, c'est plutôt une alternative suivant tes préférences personnelles. Par exemple, est-ce que tu cherches un téléphone qui a un écran avec des couleurs fidèles? Si oui, prends plutôt un smartphone avec un écran OLED dans la même gamme de prix. Si au contraire tu t'en fous un peu de la fidélité des couleurs et que tu veux un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une expérience plus fluide ou parce que tu veux jouer à des jeux mobiles et faire top 1 sur PUBG, bah prends le X3 Pro. Donc je pourrais pas te recommander ce téléphone, surtout qu'aujourd'hui les seuls modèles disponibles sont ceux qui ont 8 Go de RAM et 256 en stockage pour 300 €. À 200 € c'était une très bonne affaire, il n'y avait pas à réfléchir. À 300 €, même si t'as un peu plus de RAM et le double en stockage, c'est toujours un choix intéressant, mais c'est suivant ce que tu privilégies comme fonctionnalité. Si tu veux un téléphone pour regarder des vidéos, dans cette gamme de prix, tu trouveras des téléphones chez Samsung avec une dalle de bien meilleure qualité et une autonomie un peu meilleure. Si tu veux faire de plus belles photos, oriente-toi plutôt vers la gamme des Pixels de Google. Si tu veux un téléphone plus polyvalent, il y a la gamme Mi chez Xiaomi.
Mais ce Poco X3 Pro n'est clairement pas bon partout. Ça reste un rapport qualité-prix excellent, surtout au prix de lancement, avec la version 128 Go, mais comme le Mi 10 Lite que j'avais testé sur la chaîne, c'est une proposition parmi tant d'autres. À toi de choisir ce qui te convient le mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans la tendance actuelle et même bien au-dessus à certains niveaux. Et peu importe ce que tu attends d'un smartphone, il devrait te satisfaire. Que ce soit pour offrir à ton petit frère qui veut jouer à des jeux mobiles ou à ta grand-mère qui veut juste prendre des photos de famille, il s'en sortira haut la main. C'est un smartphone qui mise surtout sur la puissance, au détriment de certaines options comme la charge sans fil ou la 5G. À toi de faire ton choix si tu es dans la team MHz ou plutôt dans la team fonctionnalité. Personnellement, j'en suis très content, pour l'usage que j'en fais, il répond à tous mes besoins et j'espère que cette vidéo te permettra d'y voir un peu plus clair. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'ai zappé plein de trucs pour pas faire une vidéo de 3 heures mais je reste disponible si tu as besoin de précision. Bon, par contre, les cassos qui viennent me demander la taille de l'écran, allez vous faire enfiler, ça c'est le genre d'infos qu'on trouve en 2 secondes avec une recherche Google. Allez, bisous!